Alors, bonjour à toutes et toutes. Bienvenue sur cette conférence ce soir qui va aborder la sensibilité au sein d'une classe. Nous sommes ici au creux de la semaine de la sensibilité organisée par l'Observatoire de la sensibilité, créé par Monsieur Saverio Tomasella et co-dirigé par Fanny Marais et Élodie Crépel. Je suis donc Louisa Benchilali. Je suis enseignante, actuellement professeure des écoles en CM1 dans un établissement qui va de la maternelle au lycée. Et puis, depuis 2 ans maintenant, je suis à mi-temps parce que je développe aussi une activité de sophrologue, notamment au sein des écoles et aussi en cabinet, avec vraiment cette volonté de favoriser le bien-être des élèves en classe et puis dans leur vie en général. Je suis aussi formatrice pour l'organisme Flyaway qui intervient aussi en entreprise et au sein des écoles sur les mêmes problématiques de l'estime de soi, la confiance en soi, le management bienveillant. Ici, avec Alexandra Deveau qui va se présenter dans quelques instants, on a vraiment à cœur de s'être formé au sein de l'Observatoire justement pour vraiment faire briller cette sensibilité au sein de nos élèves et révéler le meilleur d'eux-mêmes. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Alexandra Deveau, je suis enseignante depuis très longtemps maintenant, plus de 20 ans. J'ai enseigné de nombreuses années en ZEP à Paris. J'ai eu l'occasion d'enseigner à l'étranger aussi et depuis 2016, je suis revenue sur Paris. J'ai cette année un CE1. Donc avec Louisa, on s'est rencontrés lors de la formation pour l'accompagnement des personnes hautement sensibles dispensée par l'Observatoire. Et quand on nous a proposé d'animer une conférence, évidemment, on a voulu le faire sur le thème de l'école, puisque c'est hyper important pour nous, le bien-être des enfants, et ça passe aussi par l'acceptation de leur particularité, de leur singularité, dont la sensibilité. Bienvenue à tous. Donc la conférence est préenregistrée, mais on est en direct sur le chat pour répondre à vos questions. Tout à fait. Vous êtes complètement invité à communiquer vos questions et on y répondra en live. Alors, le thème de la formation est donc favoriser la découverte et l'accueil de la sensibilité de chaque élève au sein d'une classe. Alors, la slide suivante. Ça ne veut pas. Ça y est. Si, ça y est. Ça y est, ça y est. Maîtresse, je peux aller laisser mon manteau, j'ai trop chaud. Mais qui fait ce bruit? Je peux aller faire pipi. J'y arrive pas, je suis trop nulle. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Je peux aller marcher 5 minutes pour me calmer. On vous a mis un petit florilège de phrases qu'on peut entendre régulièrement en classe, qui, interprétées au premier degré, on a un enfant qui veut faire pipi, un enfant qui n'arrive pas à travailler, un enfant qui… Voilà. Alors qu'en fait, tout ça, sont des phrases qui résultent de la sensibilité de chaque enfant, puisqu'ils sont tous très sensibles et hyper émotifs. Et en fait, derrière, il se cache d'autres choses, d'autres enjeux. Et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui. Et la conférence est donc à destination des enseignants, mais également des parents pour justement la sensibilité de leurs enfants au sein d'une école. Ici, notre démarche est vraiment aussi de lutter contre les stéréotypes, de contribuer à une meilleure connaissance des élèves pour eux-mêmes, pour nous aussi en tant qu'enseignants, et puis dans le groupe aussi afin d'avoir un climat de sérénité pour s'assurer que tous puissent avancer au mieux et puis qu'on ait aussi une ambiance de travail sereine et propice à l'épanouissement des élèves. Alors, pourquoi cette démarche? Donc, en fait, les enfants à l'école élémentaire, ce que je vous disais, sont hyper émotifs et ont souvent une hyperesthésie. Donc, l'hyperesthésie, c'est une sensibilité, une haute sensibilité grâce à leurs 5 sens. On ne va pas tout redétailler puisqu'on arrive en fin de conf, donc on en a beaucoup parlé dans les confs précédentes. Mais voilà, les enfants sont très sensibles d'un sens, de deux, de trois, de plusieurs sens et en plus très émotifs.
Cela entraîne des réactions parfois qui sont mal interprétées. Et du coup, ils peuvent être rapidement catalogués d'élèves pénibles, d'élèves qui se plaignent tout le temps, d'élèves capricieux. Et on va vous montrer que ce n'est pas exactement ce qui se cache derrière. Alors, en fait, du coup, le but est vraiment d'apprendre à mieux les connaître. Donc, premièrement, de répondre à leurs besoins, les aider à bien se comprendre, à lutter contre les stéréotypes, comme ce qu'on disait juste avant, et à mieux vivre au sein d'un groupe. Ici, on ne détient vraiment aucune vérité. On a, comment dire, on est vraiment dans l'expérimentation et effectivement, toutes les deux, on a une vingtaine d'expériences en classe, donc on a côtoyé beaucoup d'enfants et du coup, c'est vraiment juste de l'observation déjà. On va donc voir comment on peut découvrir la sensibilité au sein d'une classe. Au début, on va donc commencer par l'observation. En classe, qu'est-ce qui se passe? Dans la cour, lors des échanges entre élèves, au sein du cours de sport, par exemple. Et là, on va vite voir ce qui se passe en fait pour eux. Il y a des enfants qui vont entrer facilement en interaction avec d'autres pour qui ça sera plus difficile. Il y a des enfants qui vont facilement passer en poésie devant tout le monde, d'autres pour qui vraiment ça va être difficile aussi. Certains vont avoir peut-être des difficultés à gérer les conflits. D'autres vont peut-être avoir besoin de moments un peu plus calmes. On va vite les voir se réfugier à la bibliothèque pendant la cour de récréation, par exemple. On va avoir aussi une fatigue peut-être qui va s'installer tout au long d'une journée. Donc, la phase d'observation est vraiment très importante pour nous. Tu veux rajouter quelque chose sur ça, Alexandra? Oh non, non, je suis parfaitement d'accord avec toi. Parfait. Ensuite, on va aussi la découvrir par la discussion, notamment en groupe, donc quand on a vraiment des discussions de vie de classe ou en individuel dans des échanges qu'on peut avoir, soit pendant des moments de récréation, soit des moments où on va débriefer d'un travail ou d'une émotion qu'un élève traverse en individuel. Du coup, ça va être souvent au sujet de la vie de classe ou lors de la gestion des conflits. Donc, ça, on le voit aussi souvent, par exemple, en classe où on a très souvent en fait des sujets où il s'est passé quelque chose et du coup, plusieurs personnes s'en mêlent. Et là, du coup, forcément, on débriefe en classe de tout ça. Et ne pas hésiter aussi à créer des moments de discussion avant les conflits aussi, parce que c'est un mode de communication et de confiance très important en classe. Et on peut discuter aussi de choses sans attendre qu'il y ait une occasion et se créer une heure de discussion avec tout le monde sur peu importe le thème, l'aménagement de la classe, etc. Et qui prennent cette habitude en fait d'échanger et de discuter tous ensemble. Tout à fait. Par exemple, en début d'année, dans nos classes, on discute du cadre mis en place, quelles vont être les règles de vie, etc. Ce n'est pas seulement la maîtresse qui décide ce qui se passe, c'est vraiment aussi discuter ensemble. Et puis finalement, d'eux-mêmes, ils vont retrouver les mêmes règles qu'on a nous en tête, puisque en fait, c'est des règles pour bien vivre en groupe. Pareil pour, par exemple, voilà, comment mettre un peu plus de joie dans la classe. Il va y avoir des choses qui vont pouvoir surgir ou qu'est-ce qu'ils ont envie de faire pour telle période de l'année, etc. Donc, effectivement, il y a plein de sujets de discussion qu'on peut avoir au sein d'une classe. Après, une fois qu'on a fait cette phase d'observation, qu'on a instauré la discussion avec eux, il y a évidemment des outils. Donc, on peut leur lire certains albums, comme La grande sensibilité d'Achille de Saverio Tomasella ou Icare d'Élodie Crépel. Moi, j'ai fait pour l'instant juste La grande sensibilité d'Achille en classe et ça nous a donné de très jolies discussions. Mettre un mot sur cette sensibilité, on a découvert justement qu'on pouvait avoir une hyperesthésie. Ils ont chacun mis des mots sur justement ces bruits qui les énervaient ou ces musiques qu'ils adoraient et qui les calmaient. Donc, c'est une belle base de travail et d'échange.
D'ailleurs, pour la suite, avec Louisa, en fait, on a prévu de préparer des fiches pédagogiques qui seront disponibles sur le site de l'Observatoire pour que les enseignants puissent les utiliser, voire même les parents, en fait, à la maison, s'ils ont besoin d'un support, en fait. Parce qu'en fait, nous sommes deux grandes personnes hautement sensibles, mais tout le monde ne l'est pas forcément. Et donc, on peut avoir besoin de support, en fait, pour vraiment faire une lecture fine de ces albums. Et ensuite, par un travail sur les émotions. Donc, moi, personnellement, je suis en plein dedans. Ça sert déjà à les nommer, à être sûr de ce dont on parle, à les reconnaître quand on est en train de les vivre, du coup, à les accueillir et à mieux réagir face à ça, à respecter aussi l'émotion de l'autre, puisqu'on est capable de nommer la sienne, mais celle de l'autre, et arriver à se dire que oui, il est en colère, il a le droit, moi je suis en colère, j'ai le droit, et vraiment que ça soit affiné, parce que c'est pas toujours très clair dans leur tête, en fait. Là, on avait travaillé sur le verbe crier, et on s'est rendu compte que crier rentrait dans plusieurs émotions, alors que pour certains élèves, crier, c'était que quand on avait peur, mais voilà, d'autres ont montré que crier, ça peut être aussi quand on était joyeux. Donc voilà, affiner un peu ça pour vraiment utiliser les mots justes, et même quand l'enfant ne va pas bien ou va très bien, qu'il puisse nous expliquer aussi à nous ce qu'il ressent à ce moment-là pour qu'on puisse, nous, mieux l'aider dans la situation dans laquelle il est. Donc, on vous montrera sur la slide suivante, mais on vous a mis quelques références de livres notamment qui permettent aussi ce travail-là en classe. Et ce qu'on voulait ajouter, qui était hyper important, c'est que tout ça, ça prend beaucoup de temps. Même en étant enseignante depuis assez longtemps, ça ne se fait pas en une semaine, en fait. Il va y avoir des ratés. Les premières discussions ne sont pas forcément réussies. Ce n'est pas parce qu'on a décidé de prendre un album qui parle de sensibilité que tout se met en place tout de suite. Mais c'est important, en fait, de passer ce temps-là, voire, là, je vais parler aux enseignants, de ralentir dans le programme au début pour vraiment installer des choses, des bonnes bases, un cadre très sécurisant pour les enfants. Et vous verrez qu'en fait, d'eux-mêmes, le rythme va s'accélérer après, mais c'est hyper important que la base soit bien établie. Et tu nous parles un petit peu des enseignants? Oui, on pensait aussi que, évidemment, du coup, là, on parle des émotions des enfants, mais pour cela, il est aussi très important que l'enseignant soit aussi au clair avec ses propres émotions. Parce qu'on ne peut pas, les émotions, c'est vraiment dans les deux sens. Donc, l'enseignant ne doit pas hésiter à partager ses propres émotions. Donc, se dire, oui, voilà, en ce moment, on était juste en train d'en discuter avec Alexandra, la période Covid, etc. C'est pas simple. Et donc, on peut aussi partager aux élèves. C'est vrai que c'est pas simple pour nous non plus, par exemple, mais qu'ils comprennent en fait comment on se sent. Parfois, on peut aussi expliquer aujourd'hui, je suis fatiguée, ou aujourd'hui, tiens, j'ai eu peur quand tu as fait telle chose, etc. Quand il s'est passé ça, il s'est passé ça pour moi. C'est important aussi d'échanger sur cette émotion. Et pourquoi aussi on voulait parler de la sensibilité en classe, parce que, du coup, chaque enfant en fait est sensible. La sensibilité, c'est vraiment un trait d'humanité. Et donc, chaque enfant a une sensibilité particulière, a aussi une hyper-émotivité, puisque pour le moment, ils n'ont pas encore tout à fait la maturité pour gérer toutes leurs émotions. Ils ne se connaissent pas bien encore, ils ont encore du mal à les nommer. Nous-mêmes, en tant qu'adultes, parfois, c'est encore difficile, alors qu'on a toute une expérience. Donc, pour eux, c'est important, en fait, d'avoir cette connaissance d'eux-mêmes. Donc, ça veut dire que ce qu'on va mettre en place pour les enfants qui sont hautement sensibles, ça sera bénéfique de toute façon à tous nos élèves. Et vraiment de poser justement ce cadre, comme tu disais si bien, Alexandra, sécurisant, pour que chacun puisse vraiment travailler. On ne peut pas travailler si on ne se sent pas en sécurité, si on ne se sent pas reconnu dans l'émotion qu'on traverse, etc. On n'est pas disponible aux apprentissages. Donc, comme tu disais aussi si bien, ne pas hésiter à aller doucement en début d'année pour installer ce cadre, installer cette confiance. Et puis après, on va pouvoir aller plus vite.
Et je vais juste ajouter un exemple très concret, puisque c'est arrivé cette semaine, sur le fait de ce que tu disais là, que c'est compliqué à nommer en fait pour nous, donc pour eux encore plus. Il y a un de mes élèves en fait qui a une hyperesthésie de l'audition, donc il est très sensible au bruit environnant. Et par exemple, en cours de sport, en ce moment, on est en train de danser et en fait, il ne peut pas être trop près de l'enceinte, mais il est incapable de le formuler, en fait. Et c'est parce qu'il y a eu cette phase d'observation que, en fait, à un moment, moi, mon cerveau, il tilt. Et puis, pour le coup, là, c'était pas moi, c'était son AVS, et qui lui a dit, oh, tu devrais changer de place avec une autre élève. Et à partir du moment où il s'est retrouvé éloigné de l'enceinte, tout s'est mieux passé. Mais il n'est pas capable de dire encore la musique est trop forte, en fait. Par contre, on le voit dans son comportement qu'il est dérangé par ça. Mais c'est aussi parce que on est au mois de janvier, qu'on a passé le temps à observer, du temps à observer et que maintenant, on peut aussi répondre justement à leurs besoins grâce à tout ce qui s'est passé avant. Mm. Et oui, et sur l'hyperesthésie auditive, en observant, on remarque plein de choses. Moi, une année, j'avais vraiment un élève où dans les temps un petit peu informels, où ils étaient en train de faire des jeux, etc., le volume sonore montait, et ben tout de suite, il mettait ses oreilles comme ça, enfin ses mains sur ses oreilles comme ça pour dire, en fait, il y avait vraiment trop de bruit pour lui. Et donc, de se dire, ah bah voilà, dans ces moments-là, pour lui, c'était vraiment difficile. Et j'observe aussi parfois que des enfants, par exemple, en cours de récré, vont à la bibliothèque pour avoir ce temps de silence pour eux-mêmes. Ouais. Et alors pour les enseignants, c'est pareil, hein, parce qu'on serait en live, en fait. Je pense qu'on serait nombreux à pouvoir dire que on peut être dans une cour d'école, on est habitué à ça. Le bruit dans les couloirs, on est habitué. Des travaux en groupe, en classe qui font du bruit, on est habitué. Mais si là, je demandais à tout le monde de lever la main si on est dérangé par le Big 4 couleur ou le petit coup de pied régulier dans le pied de la table, je pense qu'on serait nombreux à lever la main voilà. Et moi, je leur explique aussi à mes élèves aussi que c'est ce bruit-là, en fait, j'y arrive pas. En fait, je n'entends plus que ça et que du coup, il faut faire un effort pour les limiter, tous ces bruits un peu parasites qui peuvent gêner adultes et enfants. Mhm. Mais qui répondent à un besoin de leur part, mais qu'on va aborder un petit peu après. Ouais, après. Alors là, on vous a mis en fait des albums justement qui abordent déjà la grande sensibilité, donc le livre écrit par Saverio Tomasella sur la grande sensibilité d'Achille dont parlait justement Alexandra juste avant. Il y a aussi le livre d'Élodie Crépel sur Ricard, un enfant sensible. Et puis un livre sur les émotions. Alors par exemple, Au fil des émotions, il reprend vraiment chacune des émotions, mais pas seulement les émotions simples, les émotions aussi un petit peu plus complexes, comme par exemple la culpabilité, la honte, la frustration, et on donne vraiment une définition. Et pour les enfants hautement sensibles, parfois, c'est pas facile d'exprimer leurs émotions. J'ai encore eu une discussion avec une élève hier en disant, mais non, mais je suis pas en colère, mais non, mais je suis pas triste. Mais en fait, le bon mot, c'était frustrée, parce qu'en fait, elle était à la fois en colère, à la fois triste. Donc, en fait, le vrai mot, c'était frustré. Et quand tu lui expliquais ce que c'était, la définition de ce mot, elle me dit, oui, c'est ça. Et donc, à partir du moment où déjà elle l'identifie, et ben déjà, elle peut accueillir encore mieux cette émotion pour ensuite accueillir déjà le besoin aussi qu'il y a derrière et pouvoir la laisser passer. La couleur des émotions aussi, je te laisse en parler, Alexandra, parce que j'ai vu sur ton Ouais. que tu Alors l'avais. là, on est sur le début. Disons que pour moi, dans la progression, et peut-être encore plus avec les petits, moi j'ai démarré donc par le film Vice Versa, puisque ça permet, bon, ils l'ont en général beaucoup vu, mais nous, on va en rediscuter après. Donc ça donne une couleur un peu différente. Et puis c'est une bonne entrée en matière ludique. On a enchaîné sur la couleur des émotions qui reprend 6 émotions principales. Donc, pareil, associé à des couleurs. Le monstre est barbouillé parce qu'en fait, il est parcouru par toutes les émotions, mais la petite fille lui apprend à reconnaître en fait chacune des émotions en les rangeant dans des bouteilles. Et du coup, voilà, je pense que finir par, au fil des émotions, qui approfondit un peu plus le sujet, qui rajoute du vocabulaire dessus, ça me paraît bien. Le passage par la couleur des émotions est bien. Évidemment, souvent, il est fait en maternelle. Mais moi, je suis très partisane de ces livres, en fait, qu'on attribue à des petits,
mais que les grands adorent aussi pour 2 raisons, parce que parler des émotions, grand ou petit, ça plaît. Les enfants adorent relire des livres qu'on leur a lus quand ils étaient petits. Donc là, je dis aux enseignants, même s'ils vous disent qu'ils l'ont lu, en fait, ils vont être très contents de le relire, en fait. Il y a un côté en plus un peu doudou, quoi, de retrouver des choses de quand ils étaient petits, même s'ils sont pas bien grands, mais voilà, ils l'ont parfois chez eux, mais c'est pas grave, en fait, ils sont contents. La couverture qui est là, c'est un livre tout simple. Sinon, il existe la version avec les pop-up, voilà. Et là, aujourd'hui, par exemple, il y a un de mes élèves qui m'a amené la version avec les pop-up parce qu'il l'avait chez lui. Donc, on va le lire en classe aussi avec les pop-up et on va le relire une autre fois. Ils vont être aussi contents de le réentendre, en fait. Donc, il ne faut pas hésiter, en fait. Ils adorent ça, qu'on leur lise des histoires, même les grands. Il y a aussi Et là, voilà, c'est un bon… Voilà, après, on peut développer. Il y a voilà, comme le magicien des couleurs qui reprend aussi ça sur les ambiances, qui peut se dégager des couleurs. Puis après, évidemment, il y a plein d'activités d'art plastique à faire par rapport à ça, des activités d'écriture, que ce soit pour les petits ou pour les grands. Il y a plein de choses qui sont possibles. Alors, on ne trouve pas forcément tout sur Internet, mais on va essayer de créer des outils aussi, Louisa. Oui, Hein? tout à fait. Et en plus, et aussi souvent, j'entends comme réflexion, mais comment tu prends le temps de faire tout ça? Ça rentre pas dans le programme. Et si, en fait, il y a toujours moyen que ça rentre dans le programme. C'est-à-dire que là, ça peut vraiment faire partie d'un projet littéraire, d'un projet d'écriture. Il y a toujours un moyen de le relier. Et puis après, oui, on ne trouve pas tant de choses que ça sur Internet, mais quand même, en fouillant, si on regarde sur les émotions, vraiment, il y a beaucoup de blogueuses, je suis sûre que vous en connaissez plein, qui font vraiment du travail professionnel, vraiment de qualité extrême. Et on va vraiment retrouver des choses très bien qu'on peut réutiliser ou effectivement ne pas hésiter aussi à se mettre en équipe, à créer ensemble. En fait, on est souvent, on s'isole dans notre classe, dans notre enseignement, ne pas hésiter à faire équipe, À partager, ouais. à partager, ouais, échanger. Et puis, sans oublier le postulat de départ, c'est-à-dire que peu importe les programmes, le but, c'est que les enfants soient bien pour pouvoir travailler. Donc, effectivement, déjà, c'est très facile à relier à des activités de lecture et d'écriture et de vocabulaire, enfin, vraiment plein de choses. On a fait tout un travail de vocabulaire, en fait, là-dessus, de synonymes, sur les synonymes, les antonymes, enfin, il y a plein de choses à faire. Et en même temps, voilà, ça permet justement de mettre ce cadre sécurisant pour d'autant plus avancer pour la suite. Donc, il n'y a pas du tout de problème à pouvoir faire ça en classe, en fait. Exactement. Relié aussi à l'art. Et puis, de se dire que c'est vraiment pas du temps perdu, hein. Enfin, encore une fois, j'ai la chance de pouvoir voir grandir mes élèves puisque je les vois jusqu'au lycée pour la majorité d'entre eux. Et du coup, de se dire qu'en fait, tout ce qu'ils ont appris de connaissances d'eux-mêmes en primaire, c'est un socle très important pour qu'ensuite, en fait, les apprentissages, ça va plus vite après quand on connaît comment on réagit, sa manière d'apprendre le plus efficacement possible pour nous, la manière de mémoriser, etc. Toute la question de méthodologie aussi est très intéressante. Et ben ensuite, on apprend plus vite. Donc, prenons ce temps, en fait, vraiment. Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat en direct à 21h ou sinon en commentaire et on prendra plaisir à y répondre. Alors, comment favoriser… Allez, vas-y, j'y vais. Comment favoriser la sensibilité, lui laisser une place de choix en classe? Donc là, on en a beaucoup discuté toutes les deux. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites assez simplement parce que souvent, justement, c'est le problème, c'est qu'on dit, mais oui, mais tu fais ça, mais c'est compliqué, je ne sais pas comment faire, il n'y a pas les outils, vas-y, attends. Et donc, le but, c'est déjà de montrer qu'il y a des choses qui existent, en fait, où on ne met pas forcément derrière l'accueil de la sensibilité, mais en fait, ça favorise cet accueil et c'est bien de le savoir qu'il y a déjà plein de choses qui existent et qui permettent ça. Donc, on a découpé en 2 parties. On a appelé la première partie, ces moments où l'on souffle, et à l'autre partie, des outils, donc des choses très pratiques en fait qu'on peut utiliser et que déjà beaucoup d'enseignants utilisent qui permettent ça. Donc, dans les moments où on souffle, les pauses régulières pour se lever et bouger.
Donc, il ne faut pas oublier que sur une journée de 6 heures, c'est compliqué de rester 6 heures assis. C'est compliqué pour les adultes, donc c'est encore plus compliqué pour les enfants. Et on a beau dire ce qu'on veut, effectivement, en braillant, on peut peut-être obtenir le fait qu'il reste assis 6 heures, mais c'est un peu contre nature, en fait. Donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a des choses très simples. On va vous illustrer un peu ce qu'on peut mettre en place, nous, rapidement, pour vous montrer. Moi, par exemple, alors je ne le fais pas encore cette année parce que j'ai CE1 et ils n'écrivent pas tous, ça ne va pas assez vite, mais par exemple, quand on écrit les mots de la dictée, dans les devoirs, je leur demande de venir se faire corriger à mon bureau individuellement. Ce qui fait qu'ils vont se promener. Moi, j'appelle ça la promenade en classe. Et en fait, ils vont peut-être pas faire beaucoup de pas, mais rien que le fait de se lever, de traverser la classe, de venir jusqu'à mon bureau, de retourner s'asseoir, voilà, on a coupé avec cette chaise parce que n'oublions pas que nous avons en classe de bonnes chaises en bois que dans les bureaux, tout le monde a des fauteuils un peu de bureau, un peu matelassés, un peu confort, ce qui n'est absolument pas le cas des enfants à l'école. Donc, à un moment, essayer de passer 6 heures sur une chaise en bois, ce n'est pas hyper agréable. Donc, ils ont aussi besoin, pour leur corps, de marcher. Donc, ça peut être une manière de faire. Moi, je m'arrange toujours pour laisser un petit temps libre à la fin d'un travail où ils vont aller chercher un livre à la bibliothèque, chercher une feuille, etc. Pareil, ça permet une petite promenade, en fait. Et juste le fait de se dégourdir les jambes, en fait, ça fait du bien. C'est un peu l'équivalent de nos grosses réunions où on demande la pause pour aller aux toilettes parce qu'on a besoin d'aller marcher un peu, quoi. Et voilà, donc c'est une manière, mais il faut penser à les instaurer, en fait, même voilà, la correction au bureau qui va durer 2 minutes, chaque élève, patati patata. Et voilà, on le met, moi je le mets vraiment, je leur dis. Et voilà, on fait des petites pauses promenades. Moi, par exemple, à la fin d'une activité, justement en activité transitoire, je leur propose par exemple de se lever derrière leur chaise et puis on va simplement prendre le temps de s'étirer, vraiment de s'étirer, de bâiller, etc. Ça fait réoxygéner le cerveau et ça fait vraiment, moi là je suis en train de m'étirer, je sens que ça fait du bien aux muscles. Par exemple, parfois aussi, je leur propose carrément de danser derrière leur chaise. Alors souvent, en fait, il y a un élève qui fait la locomotive et qui va faire des pas et on va tous faire les mêmes. Et en gros, une chanson, ça dure à environ 3 minutes 30 ou un truc comme ça. Donc en fait, 3 minutes 30 de pause, déjà, ça permet de bouger, ça permet d'écouter un peu de musique, de mettre de la joie dans la journée. Et je vous assure, quand on fait vraiment ça, ils sont vraiment contents. Et puis après, on va me dire, oui, mais le retour au calme, ensuite, il est difficile. Alors oui, parfois, les premiers temps, c'est difficile. Mais en fait, à force de le faire, parce qu'au début, en fait, c'est Disneyland. Wow, qu'est-ce qui se passe? On peut danser en classe. Mais en fait, si on le fait régulièrement, et ben, ça devient OK. Et de se dire, allez, hop, on s'y remet. Et puis, on pourra le faire encore plus souvent si vous arrivez à vraiment ensuite vous reposer. Et puis, comme tu disais, on est vraiment ils sont souvent sur des chaises en bois qui grincent parfois même. Et on se disait, parfois aussi pour un élève, et ça, je vous propose vraiment d'aller voir la conférence de Sylvie Portas sur ça. En fait, par exemple, un élève, de poser son dos sur le dossier, ça peut être gênant pour lui en raison justement de réflexes archaïques peut-être pas forcément bien intégrés. Et donc, moi, quand vraiment j'avais découvert ça grâce à Sylvie, je m'étais dit, mais c'est vrai qu'il y a des élèves pour qui c'est difficile de vraiment rester assis. Et parfois, ça s'explique aussi pour des raisons ensuite, comment dire, de bonne intégration, Ouais. voilà, ouais, de certaines choses. Et donc, de se dire, ah en fait, il a aussi besoin d'intégrer ça. Et puis, on se disait aussi, quand on fait des petits bruits de stylo, etc., ça montre aussi qu'ils ont ce besoin de bouger. Donc là, on peut reconnaître ce besoin. Je sais que tu as besoin de bouger et je peux le comprendre vraiment. Mais par contre, s'il te plaît, je te demande d'arrêter de faire le bruit parce que moi, ça me gêne. En fait, c'est là que c'est intéressant de parler de sa propre émotion. Par contre, si tu as un besoin de bouger, je te propose voilà, d'écouter la leçon au fond de la classe pour ne pas gêner les autres, debout si tu as envie ou des choses comme ça. On a les temps de silence, vas-y.
Non, non, vas-y, je te laisse. Ah oui, pardon. Donc, vas-y, Des temps vas-y. de silence en livre, oui, pardon. Des temps de silence. Donc, c'est vrai que dans une classe, dans une école, il y a beaucoup de bruit. Souvent, les parents d'élèves disent: «Oh là là», à la fin d'une sortie scolaire ou quand ils passent un temps dans la Ah oui, classe, ils disent: «Oh là là, mais je je ne suis sais pas comment fatiguée. vous faites pour sortir de pour supporter ce bruit. Vous êtes une héroïne». Enfin, c'est vraiment, dithyrambique à chaque fois et c'est vrai que c'est très bruyant, une classe, même, avec une ambiance de travail, sereine, et donc pour les élèves aussi. Et certains donc sont plus ou moins, réceptifs au bruit et acceptent plus ou moins le bruit. Donc c'est important aussi d'avoir des temps de silence. Donc par exemple, moi sur des temps vraiment d'exercice et cetera, j'impose vraiment un silence pour, aussi, qui est, favorable au travail évidemment. Et puis, dans l'école d'Alexandra et dans la mienne et ben, on a instauré de manière, enfin pour toute l'école, le temps de silence on lit. Du coup, c'est au retour de la cantine le midi, où, chaque enfant, a, 1/4 d'heure, 20 minutes et cetera de lecture, rien que pour lui et une lecture plaisir. Alors Alexandra a la chance d'avoir, une grande classe où elle peut avoir vraiment un coin bibliothèque avec des coussins et cetera. Pour moi, c'est moins le cas. On a vraiment une petite classe et un grand effectif, mais les élèves vraiment, apprécient ce temps. Après, il y a des moments d'activité en autonomie entre deux séances. Donc, c'est ce qu'on en parlait un tout petit peu tout à l'heure. Voilà, on a fait, je sais pas moi, des mathématiques et puis on sait qu'il va y avoir la dictée après. Et organiser dans son emploi du temps un petit temps, c'est pas forcément long, ça peut être 10 minutes. Je pense qu'on en parlera, oui, après du timer, voilà, qui permet ça, cette construction temporelle pour les enfants. Et pendant ce temps-là, en fait, ils font quelque chose qui leur fait plaisir, un dessin, lire un livre, etc., écrire des choses. Et ce sont aussi des moments de calme, c'est des moments où on souffle parce que finalement, le cerveau est aussi moins sollicité puisqu'on est moins dans les apprentissages. Donc, il y a une espèce, et puis bon, à ce moment-là, moi, ils peuvent être debout, à côté de leur table pour dessiner, assis par terre pour lire. Et voilà, à un moment, on repose le corps, on le met un peu dans la position où on est le mieux, on se met dans une activité vraiment qui nous procure du plaisir. Et on peut être tout seul, il y en a qui se regroupent, en fait, et constater ça aussi, c'est assez amusant de voir ceux qui ont besoin à ce moment-là d'être tout seuls et ceux qui en profitent, en fait, pour se retrouver avec les copains et les copines et faire quelque chose de calme, mais à plusieurs. Parce qu'à ce moment-là, ils ont besoin de cette communication et de ce contact, alors que d'autres ont besoin de s'isoler. Mais voilà, les prévoir aussi, ces petites activités. Et franchement, c'est ce qu'on disait, c'est comme le silence au lit, c'est-à-dire ça prend du temps, c'est comme la danse derrière la chaise. Effectivement, au début, quand on leur dit, voilà, pendant 10 minutes, tu peux dessiner, lire, etc., et que les 10 minutes s'arrêtent, c'est long de ranger, c'est long d'y remettre, ils ont envie de continuer, peut-être. Une fois qu'ils ont compris qu'en fait, ces temps-là, ils revenaient et que la condition pour les avoir, c'était de pouvoir passer assez rapidement à autre chose, en fait, ils se mettent dans le rythme, les enfants. Ils savent que quand le timer sonne, quand la chanson se termine, c'est le moment où cette activité-là s'arrête et où on repasse sur une autre et que bah, dès qu'on va avoir l'occasion de la recréer, ce petit moment de plaisir, nous, on le remettra volontiers, en fait. Ils savent que moi, j'aime ça aussi. Et du coup, ben voilà, mais ça prend du temps, effectivement. Ensuite, ce qu'on fait aussi, c'est de mettre en place des méthodologies différentes, pour que, en fait, chacun puisse s'y retrouver aussi dans sa capacité à apprendre. Donc, présenter vraiment de manière, différente, les apprentissages, que ce soit visuel, auditif, kinesthésique. Moi, par exemple, dans ma classe, j'utilise beaucoup les intelligences multiples, pour que, les élèves vraiment s'y retrouvent. Et puis, on peut aussi présenter des méthodologies de mémorisation et cetera. Mais ça, en fait, j'ai envie de dire que tout ça, c'est vraiment enfin, on réinsiste, c'est vraiment ce qu'on fait déjà la plupart, des enseignants. Donc c'est juste pour remettre, de la confiance aussi en ce que vous faites déjà, parce que tout Ouais. ça, c'est vraiment favorable à vos élèves. Donc bravo déjà pour tout ce que vous faites. Et à la sensibilité, alors qu'on ne sait pas forcément que c'est favorable à ça, en fait. C'est ça. Après, des outils très pratiques, parce que là, c'était plutôt des temps et une organisation de classe. Bah, vas-y, je te laisse présenter le premier, comme ça, je présenterai le deuxième.
Alors, un carnet de météo intérieur. Alors, en fait, la météo intérieure, c'est vraiment de se dire, OK, comment moi je vais là maintenant? Est-ce que ça peut être un smiley, comme vraiment là, ils adorent dessiner des smileys, ou ça peut être le soleil, la pluie, la tempête, etc. Mais là, ça permet simplement de déposer comment je me sens pour ensuite pouvoir me mettre à passer aux apprentissages. Et puis, ça peut être du coup soit quelque chose que l'on partage, soit sur un carnet, on va écrire quotidiennement. Et puis, nous, en fait, on passe et on voit en fait comment l'élève se sent. Alors, et ça nous permet en fait de mesurer la température de la classe un peu et de se dire, OK, peut-être que cet enfant-là, il va pas très bien aujourd'hui, donc je vais avoir un œil très attentif à lui. Et puis de voir qu'au fur et à mesure de la journée, peut-être que sa météo va évoluer favorablement. Et ça permet aussi à l'élève en fait, d'être autonome aussi dans cette évolution, de se dire, ah bah en fait, effectivement, je m'aperçois que moi aussi, ma météo a évolué. Vraiment. Après, la pensée positive, donc ça fait 1 an et demi que je le fais. Tous les lundis matins, en fait, je propose à mes élèves une pensée positive qui a des thèmes très différents. Ça peut être sur l'école, sur le bonheur, sur plein de choses. Il y a quelques photos sur la slide suivante. Et en fait, on la ligne, on en discute. C'est notre petit moment philo, en fait, du lundi matin. Je l'imprime en grand pour mettre dans la classe toute la semaine. Ils l'ont en petit pour coller dans leur cahier du jour. Et ces pensées positives, une fois que la semaine est passée, finissent dans le couloir pour profiter aux autres élèves de l'école. Et depuis peu, je l'écris dans la rue à la craie aussi. Et en fait, voilà, ça permet aussi au début les pensées positives quand on discute avec eux. C'est très centré sur leur petit monde à eux. On va parler, je sais pas moi, de l'échec. Alors, ça va être tout de suite par rapport aux exercices, tatati, tatata. Puis finalement, le but pour moi aussi, c'est d'ouvrir ça en fait aux gens autour d'eux, leur famille, à l'extérieur de l'école, puis après au monde entier pour développer tout ce qui touche à l'empathie et à la bienveillance en général. Et franchement, je l'avais fait avec les CM1 l'année dernière, donc voilà, la discussion était assez riche. Et je me disais, ah, qu'est-ce que ça va donner avec des CE1 cette année? Et en fait, ça se passe bien parce qu'en fait, ils aiment ça, ils adorent ça. Quand j'ai par hasard oublié de la distribuer, on a une espèce de révolution qui s'instaure. Mais tu nous as pas donné la pensée positive pour mettre dans le cahier. Oui, j'arrive, j'arrive, j'arrive. On en discute. Et voilà, et c'est aussi ces moments de discussion dont on parlait au début, d'échanges entre nous. Au début, il y en a qui parlent peu, puis finalement, tout le monde s'y met un peu. Et on balaye les thèmes, quoi. Donc, je trouve ça. Et puis voilà, c'est un peu, il y a un côté un peu, c'est pas ce qu'on va trouver dans les manuels de français. Donc, ça permet aussi d'avoir d'autres types de textes. Ça peut être des proverbes, des citations. Ça peut être une citation de Chaplin. Et donc, on va parler aussi de Chaplin. Enfin, voilà, j'essaie un peu de varier. Et c'est un moment qu'ils aiment beaucoup. Et là, faites-vous confiance, hein, allez aussi vers les phrases qui vous font du bien aussi. Parce que ce qu'on aime, nous, on peut encore plus le transmettre. Et puis, vous avez aussi comme outil tout ce qui est philo-fable, etc. Il y a beaucoup de professeurs qui font de la philosophie Oui. dans leur classe. Et vraiment, ça, c'est des temps qui aident à la construction de l'enfant et puis à développer aussi cette sensibilité, à l'écoute de l'autre, etc. Et effectivement, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça va plus loin que la vie de classe. C'est-à-dire qu'après, les débats continuent à la maison, etc. Donc là, on aime bien cet effet papillon euh, positif. Alors, ensuite, rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages et dans la vie de classe. Alors, ça, c'était aussi pour dire qu'il y a des élèves qui sont parfois plus passifs que d'autres. Et donc, c'est important aussi de les rendre acteurs, vraiment. De leur dire que, par exemple, voilà, là, il est en train de bloquer sur un exercice, etc. Du coup, c'est difficile, peut-être il va être triste, etc. Et de se dire, OK, qu'est-ce que tu peux faire dans ces cas-là? Quels sont tes outils pour te débloquer dans telle situation, etc. C'est important vraiment de rendre aussi la responsabilité des élèves. Ils ne sont pas seulement des personnes qui vont recevoir. Ils doivent aussi faire un chemin pour justement être acteurs, cheminer dans leurs apprentissages, savoir ce qu'ils ont compris, moins compris. C'est de se dire aussi,
C'est complètement OK d'être en colère. En revanche, de taper, ça ne l'est pas. Donc, comment tu peux agir autrement? Et de lui rendre sa responsabilité aussi. Les repères temporels sécurisants, donc on en a un peu parlé. Donc, c'est pareil, on le fait. Beaucoup d'enseignants mettent l'emploi du temps, etc., sans forcément savoir qu'en fait, c'est vraiment très important, en particulier pour les enfants qui sont très sensibles, en fait, qui ont besoin de savoir où ils vont, à quel moment on est dans la journée, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire après, ça les rassure. Des enfants qui ont besoin de savoir tous les midis ce qu'ils vont manger à la cantine, en fait. Et c'est pas juste une lubie du genre ouais, j'ai hyper faim, j'adore la cantine et j'ai envie de manger. Non, c'est important pour eux de savoir ce qui va se passer pendant ce temps de cantine. Et c'est tellement important que parfois, ça leur prend la tête au sens propre du terme et que finalement, avoir la réponse, ça les apaise et ils peuvent passer à autre chose. Donc moi, par exemple, j'ai le menu de la cantine dans ma classe. Comme ça, quand vraiment il y en a un qui bloque là-dessus, hop, on en parle, on voit quel est le menu et c'est parti. Ça va être pareil pour savoir quel moment on se situe dans la journée. Est-ce que c'est bientôt l'heure de la récré? Et donc, il y a l'emploi du temps que souvent on met au tableau. Et après, il y a le timer qui est de plus en plus utilisé et donc qui est un système où le temps, c'est comme une horloge, sauf qu'en fait, on indique le temps qui reste. Et du coup, les enfants voient le temps passer. Donc déjà, c'est très important au niveau pédagogique parce que le temps, c'est encore un peu compliqué pour les CE1, mais pour les grands aussi. Et voilà, ils savent où ils vont et ça les rassure. Et ça, c'est hyper important. Moi, dès qu'un élève, par exemple, alors je le mets pour justement ces temps de phase intermédiaire pour savoir quand est-ce qu'on s'arrête. Donc, ils savent que quand le timer sonne, c'est le moment où on revient à nos places. Mais par exemple, ils vont me demander, ils commencent voilà, le matin, au bout de 1h10, il y en a qui commencent à saturer un peu. Donc, ils me demandent dans combien de temps il a récré. Je mets le timer et je dis à tout le monde, voilà, j'ai mis le timer, c'est pour la récré. Donc, vous savez qu'il nous reste ce temps-là en classe avant qu'on puisse aller en récré. Et en fait, rien que de savoir, d'avoir une espèce de formalisation de ce temps, finalement, ils sont suffisamment rassurés parce que avant, ils se demandaient si c'était encore très, 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 très loin, en fait, parce que ça peut être très, très loin dans leur tête. Et là, voilà, ils voient le temps. En fait, c'est une espèce de zone rouge qui diminue, en tout cas sur mon timer. Et puis à un moment, on voit qu'on se rapproche de l'heure de la récré, on y est, on avance, quoi. Et ça les rassure. Et c'est pour ça que j'appelle ça des repères temporels sécurisants. Et des fois, ça les aide aussi à se mettre au travail, de savoir quel moment ils sont, combien de temps ils restent, où est-ce qu'on va, etc. Ça peut calmer ces enfants qui peuvent être très sensibles. Et je voulais revenir sur rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages. En lisant mes notes, je me dis que j'ai oublié quelque chose de très important. C'était de se dire aussi, comme tu disais tout à l'heure, des activités en autonomie. Ça, c'était important de se dire aussi que parfois, dans leur journée, ils vont avoir des choix possibles des activités qu'ils vont faire. Et donc ça leur donne une liberté dans leur journée d'avoir des choix à faire. Et ça construit en fait même leur vie entière, puisque à un moment donné, dans la vie, on aura des choix à faire d'orientation, de vie, etc. Et donc, cette liberté, elle est importante pour les enfants hautement sensibles et pour les autres aussi, évidemment. Mais justement, j'ai encore une élève en tête qui disait, mais moi, en fait, je veux être autonome, je peux décider des choses, etc. Ben là, en fait, elle a cette marge de manœuvre-là dans son travail en autonomie. Ensuite, on disait mettre plus de sens dans les apprentissages en passant par le corps. Donc, on sait à quel point en fait les 5 sens sont importants pour les élèves hautement sensibles, mais aussi dans le processus d'apprentissage. Donc, ça, très souvent en classe, on fait de la manipulation, par exemple en mathématiques, en sciences, etc. On va mettre quelque chose en scène, par exemple. Il y a quelques semaines, j'ai fait la cérémonie de l'adoubement entre le seigneur et son chevalier. Et ben, on a fait une petite mise en scène, une petite scénette. La règle est devenue l'épée du chevalier et c'était tout de suite très vivant. Et là, le taux de participation était à son maximum. Et puis, bah, voilà, en fait, la définition, ils la connaissent, quoi, puisqu'ils l'ont vécu par le corps. Par le corps, ouais. Nous, pareil, on fait des phrases aussi. Quand on travaillait sur les phrases négatives, chaque élève était un mot de la phrase. Et il y avait les deux petits mots ne et pas qui venaient se rajouter à la dernière minute, qui devaient trouver leur place au milieu des autres enfants. Et en fait, voilà, c'est pareil, incarner un mot.
incarner une phrase. Puis bon, tout ce qui se joue, dont on ne parle pas là, par exemple, distribuer des étiquettes mots à des élèves et qu'ils arrivent à se mettre dans le bon sens face aux autres pour constituer une phrase, c'est déjà un apprentissage en soi, en fait. Donc, mettre l'étiquette dans le bon sens alors qu'on ne la regarde pas, enfin bon, tout ça, c'est plein de petites choses qu'on travaille en plus en annexe. Mais c'est pareil, vivre la phrase, voir ces deux mots représentés par deux personnes qui vont se greffer de chaque côté du verbe et qui peuvent s'enlever d'un coup et la phrase, ben voilà, elle va changer de sens. Ben voilà, on l'a vécu aussi par le corps, en fait. Et on parlait aussi de favoriser les différentes formes d'intelligence, en particulier dans le travail en groupe. On se rend compte que tous les élèves ne travaillent pas de la même manière, donc c'est un peu comme la mémoire. Voilà, il y a des enfants qui écrivent, il y a des enfants qui sont très, très bons en logique, d'autres très, très bons en orthographe, d'autres qui sont plus passifs, mais qui ont des choses à apporter. Et c'est ça aussi, les mettre ensemble, quand on fait des mathématiques, c'est exposer aussi les différentes procédures. Tout le monde n'a pas les mêmes, c'est OK. En fait, pour un problème en mathématiques, l'idéal, c'est de trouver la bonne réponse, peu importe la procédure. En calcul, c'est pareil. Donc, quand on fait du calcul mental, je leur dis que, par exemple, moi, je fais comme ça, mais que peut-être d'autres ne feront pas comme ça et c'est OK. En fait, on n'est pas obligé de faire comme la maîtresse. Moi, je leur donne plusieurs procédures, surtout pour ceux qui ont du mal. Mais il y en a qui ont déjà une procédure bien dans leur tête, qui marche bien, qui n'est pas forcément dans mes propositions. Et c'est OK, ça marche. Et ça ouvre aussi parce que nous, on n'a pas commencé la multiplication et j'ai déjà quelques élèves qui utilisent la multiplication parce qu'en fait, ils ont compris. Et comme ils ont cette liberté aussi de pouvoir choisir leur procédure, ben, moi, je l'accepte et je ne vais pas leur dire « Ah non, surtout pas ça parce qu'on n'a pas fait la multiplication. » Parce que alors là, c'est la frustration, c'est voilà. Non, on prend, on sait que la finalité, c'est de trouver la bonne réponse. Et ces élèves-là qui fonctionnent d'une telle manière, qui sont confrontés avec d'autres, vont chacun s'apporter des choses aussi. Ah ouais, tu fais comme ça, patati patata, tu passes par le dessin, ouais, il est bien ton dessin, moi j'ai utilisé le calcul. Et en fait, tout ça, bah, ça se met ensemble. Et puis, bah, c'est une bonne émulation, même entre eux, quoi. Et puis, par exemple, un enfant qui appréhenderait un petit peu les maths, ça arrive, hein, et ben, le fait, par exemple, de se mettre en binôme, et ben, ça va le rassurer. Déjà, ça va le remotiver parce que parfois, on fait des maths. Oh non! Et donc là, déjà, si c'est à deux, ah oui, ça change tout du côté de la motivation. Et puis, effectivement, que le savoir, il ne passe pas forcément tout le temps entre l'élève et l'enseignant, mais entre eux. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, moi, par exemple, avec les intelligences multiples, et ben, aussi, on fait, par exemple, comment dire, un paragraphe, on va le mettre en refrain de chanson. On va utiliser aussi beaucoup de couleurs pour faire une carte, etc., récapitulative. Donc ça, on sait que tout le côté créatif, visuel, musical, etc., les élèves hautement sensibles, ils sont très comment dire, réceptifs. Donc, utilisons tout ça. Mais ça, en fait, on l'utilise vraiment en classe. Vraiment. Voilà, c'est vraiment des choses, en fait. C'est juste pour montrer qu'en fait, tout ça, ça favorise la sensibilité et qu'il y a déjà plein de choses qui sont faites en classe pour ça. Il y a les leçons à manipuler aussi, oui, qui sont très bien. Alors, voilà, des petits moments de vie de la classe d'Alexandra. Donc, à droite, voilà, il y a 2 pensées positives que j'ai pu donner dans l'année. Et voilà, c'est ces petits moments où voilà, on fait ce qu'on veut, on se regroupe pas, on s'allonge pas, on lit, on prend des choses guidées. Il y en a qui préfèrent continuer à travailler sur un exposé, d'autres faire un puzzle. Voilà, on se retrouve et on a ce petit moment pour soi avec ou non, avec ou pas les copains. Mais on se fait plaisir, en fait. Et voilà, on choisit quelque chose. Il n'y a jamais personne qui se plaint puisqu'ils ont choisi l'activité, qui se sont fait plaisir. Et à partir du moment où ils ont eu ce moment de plaisir, ils se remettent volontiers dans quelque chose qui, spontanément, leur fait un peu moins plaisir, mais ils savent que voilà, c'est un équilibre entre tout ça dans la classe, en fait. Et je voulais juste rajouter une petite chose. Je pense que c'est très important, l'histoire qu'on raconte autour des apprentissages aussi. C'est-à-dire que des fois, il suffit juste de raconter une petite histoire un peu magique et voilà, le regard des enfants va changer sur ce qui va se passer. Nous, on a commencé la conjugaison. J'ai commencé par leur dire que la conjugaison, c'était hyper facile. Donc, ils m'ont regardé avec une mine un peu dubitative. Je leur ai expliqué, en fait, c'est hyper facile puisque les conjugaisons, ils les avaient toutes dans la tête déjà, puisqu'ils les utilisaient depuis qu'ils parlaient.
Il ne savait pas forcément les écrire, mais en tout cas, il les connaissait déjà toutes. Et donc, on a conjugué, je pense, à peu près 50 verbes avec les CE1 pour qu'ils comprennent qu'en fait, oui, ils les connaissent déjà toutes. Et au bout des 50 verbes, donc on aurait pu en faire plus puisqu'ils étaient tellement contents de se rendre compte que finalement, ils savaient déjà. Je leur ai dit, donc voilà, bon, je vous ai vendu ça en vous disant que c'était facile, parce que moi, je trouve ça facile. Vous en pensez quoi? Bah ouais, c'est hyper facile. Et voilà, et en fait, ça va pas forcément être simple tout le temps, mais ils partent avec une idée de c'est facile. Et je leur ai montré qu'en fait, oui, ils connaissaient déjà beaucoup de choses. Donc, ils partent avec une confiance. Bah oui, si on part avec de la confiance dans un apprentissage, tout est plus simple derrière, quoi. Clairement. Alors, du coup, ensuite, on a comment favoriser la sensibilité et lui laisser une place de choix en classe. Bah alors, voilà, là, c'est ce qu'on peut faire en plus, qui n'est pas forcément écrit dans le programme, etc., mais ce qu'on peut faire en plus. Donc, d'abord, développer la créativité, puisque la créativité est très importante pour les enfants hautement sensibles, mais pour tous les enfants. Et qu'en plus, elle est souvent laissée un peu de côté. En fait, plus on avance à l'école élémentaire, puisque nous, c'est surtout l'école élémentaire, moins on découpe, on colle, etc. Et plus on rentre dans des apprentissages plus scolaires. Or, c'est, je pense, une erreur, moi, je pense. Donc, laisser une grande place à toutes les matières artistiques, développer son écoute, ses sensations, ses émotions, son imagination. C'est, voilà, moi j'ai fait j'appelle ça je sais pas, on donne pas de nom, c'est une maquette. Une maquette avec zéro consigne, hein. C'est-à-dire que j'ai sorti plein de choses que j'avais dans mes placards et voilà, ils devaient faire une maquette, mais j'avais donné aucune consigne en plus. Ils ont fait des trucs extraordinaires. Et puis la maquette évoluait parce que forcément au début c'était ça, puis après c'était autre chose. Alors on collait des pailles, du bolduc, plein de choses. Après ils les ont présentés. Ils étaient heureux et puis on a découpé, ils ont collé, ils ont mesuré puisque il y en a qui voulaient des pailles toutes à la même hauteur, là, voir comment on pouvait les coller. Enfin, il y a plein de choses qui se mettent en place. Voilà, au niveau des solutions, des stratégies, d'être à plusieurs, de qui fait quoi, et puis bah, tout ce qui est travaux manuels, quoi. La même chose avec de la musique. Ça fait quelque temps que de temps en temps, je remplace une poésie, un poème par une chanson. Voilà, on peut passer par ça. Ressentir, qu'est-ce qu'on ressent en regardant telle image, tel tableau, en écoutant telle musique, quand il pleut, quand il fait beau. Voilà, ça c'est très, très important. Et puis voilà, l'imaginaire, inventer des histoires. Toute histoire est bonne à prendre. Nous, on fait des présentations de choses. Donc, les élèves, parfois, ils écrivent des histoires, ils viennent les lire aux autres. C'est leur histoire. Puis après, tout est fait boule de neige, en fait, entre les deux. Et plus ils vont pouvoir s'exprimer sur ce qu'ils ressentent, mieux ça va se passer pour eux parce que cet espace de liberté dans leurs ressentis et leurs émotions, ben, nous, on accueille. Eux, ils peuvent déposer et ils se sentent sécurisés. On en revient toujours au même, sécurisés, écoutés, compris. Et donc, tout va bien, puisque à partir du moment où on est compris, même si on fait une grosse colère, moi, un enfant qui fait une énorme colère, à qui je dis tu es en colère, je sais pourquoi tu es en colère, et tu as le droit d'être en colère, il y a déjà la moitié de la colère qui disparaît, en fait. Alors que si je lui dis tu te calmes, je pense que l'effet est à peu près quasi nul. T'es triste, bah ouais, c'est ok de pleurer, t'as le droit d'être triste en fait. Donc écoute, tu veux m'en parler? Oui, non, maintenant, plus tard, comme tu veux être un peu tout seul, tu veux revenir tout de suite, en parler plus tard, voilà, j'ouvre le champ des possibles. Et en général, c'est vrai que les choses se passent assez vite parce que j'ai reconnu l'état dans lequel ils étaient. Et ça, déjà, on a fait la moitié, enfin, je veux dire la moitié, quasiment tout le chemin est fait avec ces enfants-là, à partir du moment où ils savent qu'ils sont entendus et qu'ils sont compris, en fait. Et du coup, alors ça, bon, c'est le petit dada, mettre des paillettes dans le quotidien, ça va de choses vraiment très, très simples. Ça va des paillettes pures, hein, parce que ça marche bien, ça fait toujours plaisir. On a fait avec une de mes collègues un petit exercice de lancer de confettis dans la cour avant Noël. C'était génial. Voilà, on arrivait, on lançait des confettis pour leur souhaiter un joyeux Noël. Les enfants, ils avaient une banane jusqu'aux oreilles. C'est mettre de la couleur dans un cahier, d'avoir le droit de dessiner, de, de danser derrière sa chaise,
de quand on sent que la journée ne va pas bien du tout. Moi, ça m'est arrivé de complètement couper la journée, en fait, et de dire, écoutez, là, on va se mettre un film la dernière demi-heure, on va être bien, on va s'installer comme au cinéma. Et oui, les tensions retombent. Et c'est ça, mettre des paillettes aussi. Ce que j'aime à marquer souvent, c'est qu'en fait, avant d'être des élèves, ce sont des enfants. Et je pense que parfois, on l'oublie à l'école. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans leur posture d'élève. Non, c'est des enfants qui ont des joies, des peines. Ils se disputent, ils se réconcilient, ils jouent. Et puis, ils ont besoin de rire, en fait. Ils ont besoin de rire, ils ont besoin de jouer. Donc, il ne faut pas oublier, ce n'est pas à faire ça tout le temps, mais c'est le distiller régulièrement, avoir ces petits moments de détente, de plaisir où on peut, nous, ça nous arrivait de danser, pareil, dans la classe, voilà, allez, dernier quart d'heure, on met la musique, on danse, et tout le monde danse, les filles, les garçons, il n'y a pas de problème parce que c'est fait dans la joie. Voilà, moi, mon envie, c'est que chaque enfant arrive le matin, puisse déposer ses émotions et soit content de venir à l'école. Et surtout qu'il reparte de l'école en étant content de sa journée. Peu importe les histoires qui sont passées avec les copains, on a toujours quelque chose de positif qui s'est passé dans la journée. Et quand on sent, c'est à nous, alors ça c'est notre rôle d'enseignant, quand on sent que ça ne va plus, c'est comme une leçon, hein, je fais une leçon sur les cercles et que je sens que ça part complètement en sucette, je l'arrête en fait. Je continue pas jusqu'à épuisement de mes élèves en face. C'est que c'est pas le moment, c'est pas là, voilà. Et donc on arrête, on stoppe, on passe sur autre chose. Et puis pourquoi pas justement faire quelque chose d'un peu festif, mais ça peut être venir réciter quelque chose, raconter une histoire qui s'est passée, raconter les vacances, etc. Et ça met des paillettes dans le quotidien, le mien et le leur. On a écrit à la craie dans la cour aussi, par exemple. C'est tout bête, mais passer 1 heure dans la cour à écrire à la craie des mots positifs pour les autres enfants, ils ont adoré. Ça a fait du bien à tout le monde. Voilà mes paillettes. C'est clair. Et après, s'il y en a qui ont toujours peur un peu de quitter les programmes et tout ça, c'est vraiment aussi, on peut aussi travailler cette imagination, ces matières artistiques et tout ça, par la production d'écrits. Par exemple, moi, c'était en formation que j'avais appris ça, simplement des observations de photos du genre, même des publicités, où, par exemple, il y a un personnage avec une émotion. Ben, imaginez ce qui s'est passé pour lui avant ou ce qui s'est passé après. Donc déjà, ça fait travailler aussi tout ce qui est émotionnel, etc. Et puis l'anticipation d'avant, après, l'imagination. L'écoute musicale, c'est vrai que certains, quand on écoute, c'est d'abord, ah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un violon, il y a un piano, etc. Ok, mais qu'est-ce que tu ressens? Quelle émotion ça te procure? Et de se dire que c'est complètement ok de ne pas apprécier ou que ça nous dérange, etc. Mais d'essayer de comprendre pourquoi, d'argumenter aussi, etc. Et puis mettre les paillettes, enfin, on est complètement sur la même longueur d'onde, Alexandra, c'était vraiment de se dire, mais comment on peut faire pour mettre de la joie au quotidien? Et j'ai envie de dire, avec ce contexte, encore plus, quoi. Et c'est souvent une question que je pose aussi à mes élèves. OK, qu'est-ce qui ferait que qu'est-ce qui mettrait plus de joie dans la classe? Et en fait, en plus, souvent, c'est des réponses vraiment simples du genre qu'on soit Ah ouais. gentil envers les autres, qu'on écoute une musique. Enfin, c'est vraiment très simple. Et puis, je voulais rajouter quelque chose. C'est parti, c'est pas grave, ça reviendra. Enfin, moi, je vous conseille, j'achète des gros confettis, j'en mets dans le fond de mes poches et je ne les lance pas forcément, mais juste le fait de savoir que j'en ai, déjà, de toute façon, ça me met en joie. Donc, et voilà, c'est des choses toutes bêtes pour nous et pour eux, parce que c'est pareil. Voilà, faisons des choses qui nous donnent de la joie et partageons-les avec eux, en fait, tout simplement. C'est ça. Partir avec une intention dans sa journée, de se dire, OK, aujourd'hui, je vais distiller de la joie et comment je vais le faire. Et puis après, oui, c'est ça que je voulais dire, c'était en fin de journée. Ne pas hésiter à reprendre ce qui s'est passé dans la journée et dire, Ouais. alors quelles ont été les 3 choses qui vous ont plu aujourd'hui? Et parfois, c'est vraiment des petites choses simples, mais voilà, qui restent vraiment sur le positif de leur journée. Et Genre d'ailleurs, les pâtes à la bolo de la cantine, par exemple. ouais, voilà. C'est souvent une note très positive, ça, dans la journée. Mais c'est OK, c'est bien, justement. Et puis, ça veut dire que la cantine, c'est pas si mal passé, même s'il y avait plein de monde, même s'il était dans le bruit. Ils en gardent justement une image positive parce qu'ils ont mangé ça. Donc, moi, je trouve ça super. C'est vrai. Et l'autre chose qu'on peut faire en plus, c'est travailler l'empathie et les émotions.
Alors, c'est vrai que moi, en tant que sophrologue, du coup, j'interviens régulièrement dans les écoles. Du coup, par exemple, je fais des cours chaque semaine pour les collégiens. Et vraiment, en fait, les retours sont très, très intéressants et en fait, sur des choses simples. C'est-à-dire que suite aux séances de sophrologie, eh ben, c'est quand même des choses essentielles. Les retours, c'est je dors mieux. Je parviens à mieux m'endormir, par exemple. Et ça, c'est hyper important pour ensuite être concentré en classe, attentif et pouvoir bien apprendre. J'arrive mieux à faire le tri entre mes émotions. J'ai une pause pour moi où on ne me demande rien parce qu'à l'école, enfin, en classe, on me demande plein de choses. À la maison, on me dit fais ci, fais ça. Et ben, pendant ce temps de sophrologie, on ne me demande rien. Juste d'accueillir mes émotions et tout ça. Donc ça, c'est vraiment un moment pour eux qu'ils apprécient. Alors, voilà. D'ailleurs, juste, je te coupe juste 2 secondes, mais quand j'ai travaillé l'album de la sensibilité d'Achille avec eux, on a justement évoqué le fait de toi, si tu ne vas pas bien, si tu ne te sens pas bien, si tu te sens fatigué, si tu t'es pas bien, qu'est-ce que tu fais déjà? Et en fait, quasiment la réponse unanime, c'est d'être seule, de me poser, de m'allonger dans le calme. Et en fait, voilà, on a des grandes discussions, notamment toutes les deux, mais avec d'autres, sur le fait que ce sont des moments qu'il est quasi impossible d'offrir à l'école, en fait. Et je pense qu'il y a des choses à réinventer à l'école pour ça, parce que je pense qu'à partir du moment où les enfants arrivent à l'exprimer, alors quand ils ont de la chance et qu'ils vivent dans des conditions confortables chez eux, j'ai envie de dire, ils ont certainement ces espaces-là. Il ne faut pas oublier qu'il y a en plus des familles qui n'ont pas ces espaces-là, où les enfants sont plusieurs par chambre, et où en sortant de l'école, dans le bruit, où ils n'ont jamais été tout seuls, ils se retrouvent encore là-dedans. Et c'est vrai que toutes ces activités de sophologie, de méditation, d'avoir un coin calme dans une classe, ou même dans une école où ils pourraient se poser, en fait, ce serait hyper bénéfique pour eux, puisque on le voit bien que quand ils disent ce qu'ils font à la maison, c'est ça. Toi, ils te disent les bienfaits de la sophrologie pour eux. Et on en revient toujours à la même chose. C'est ce moment de calme pour eux et qui est très compliqué à offrir à l'école. Tout à fait, vraiment. Et puis, quand j'en fais au sein de la classe, alors oui, il y a des enfants qui ne sont pas forcément réceptifs, mais dans ces cas-là, c'est OK pour eux de prendre un livre et de faire autre chose, mais c'est vraiment un temps pour eux quand même qu'ils s'offrent Mm. pour eux. Et pour les élèves, quand j'en fais en classe, à chaque fois, c'est oh là là, madame, en fait, j'ai cru que j'étais plus dans la classe. J'étais dans mon lit, j'étais dans ma chambre, mon esprit s'est évadé, quoi. J'étais en forêt, voilà. Donc, ensuite, vous pouvez faire appel à des professionnels qui interviennent dans les écoles, mais aussi vous-même faire des choses. Par exemple, il y a Jonathan Lehmann qui a sorti un programme sur l'école gratuit. Je crois qu'il y a Frédéric Lenoir aussi. Il y a tout ce qui est les méthodes calmes et attentives comme une grenouille. Stéphanie Couturier aussi fait des CD. Enfin, il y a vraiment en fait beaucoup de CD audio, etc. Donc, on peut aussi le déléguer. En revanche, c'est vraiment aussi installer une ambiance propice à ça. C'est-à-dire que voilà, là, vraiment, on va imposer un silence. Si des enfants ne veulent pas faire la méditation, ils peuvent lire, etc. Mais c'est vraiment un moment, l'intérêt, là, l'objectif, c'est un moment où on se reconnecte à soi. Voilà. Et donc ça, c'est intéressant. La brain gym aussi, c'est vraiment en fait faire le lien entre son corps et les apprentissages. Donc des gestes qui vont m'aider à me concentrer, etc. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à toutes ces pratiques. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est médiation. Par exemple, au sein de notre école, on a mis en place des médiateurs, c'est-à-dire qu'on forme des élèves pour aider à gérer les conflits lors des récréations. Ce n'est pas forcément que les adultes qui vont gérer les conflits. Et en fait, c'est vraiment avec le principe de la CNV, c'est-à-dire la communication non violente. C'est-à-dire que ça va être un élève qui va être neutre et qui va simplement proposer aux deux élèves en conflit, par exemple, de
se parler en totale écoute. Donc, de se dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé pour l'autre? De quoi tu as besoin? De quoi l'autre a besoin? Et essayer qu'ils trouvent un terrain d'entente tous les deux. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le médiateur ni l'enseignant qui va dire ah bah, toi, tu dois lui présenter des excuses, etc. C'est ensemble qu'ils vont trouver leur terrain d'entente. Et là, ça revient au fait de rendre la responsabilité à l'enfant dans son conflit, dans l'expression de son besoin. Et ça, c'est aussi une prévention contre le harcèlement, pour qui les enfants hautement sensibles peuvent être des cibles aussi. Et donc, c'est oser aussi s'imposer, oser poser un non quand on nous maltraite, quand on nous malmène, etc. Oser vraiment s'imposer et poser ses limites, etc. Et donc ça, on forme en fait les élèves à ça. Et ça marche assez bien. Et puis, bah, voilà, évidemment, les enseignants sont toujours là en backup si besoin, ils peuvent faire appel à nous, etc. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui rend la responsabilité aux élèves, qui aussi fait travailler l'empathie, l'écoute, le respect de ses besoins, du besoin de l'autre, des limites de l'autre, etc. Sur le tutorat, bah, c'était aussi, voilà, comme on disait tout à l'heure, que l'enseignement, il ne passe pas seulement entre le professeur et l'enfant, mais on peut aussi faire en sorte que certains élèves en aident d'autres. Et puis, voilà, un expert en mathématiques ou en division, par exemple, va pouvoir aider quelqu'un qui a un peu plus de mal dans la division, mais celui qui a un peu plus de mal dans la division, peut-être qu'il sera expert en recherche des compléments d'objets directs et il pourra aider l'autre, etc. Et de se dire qu'en fait, chacun a vraiment acquis certaines choses et peuvent s'aider les uns avec les autres. Les anges gardiens, ça j'aime bien. Ça, c'est vraiment, en fait, ils piochent un enfant et puis ils vont devoir, en fait, prendre soin de lui tout au long de la semaine, par exemple, mais sans se faire démasquer. Donc, ça veut dire que du coup, bah, forcément, chacun va devoir être gentil avec tout le monde pour ne pas créer de suspicion, pour pas que Alexandra, tu devines que j'étais ton ange gardien. Donc, du coup, je vais te tenir la porte, etc., etc. Et puis, on peut rajouter autre chose, c'est de se dire, eh ben, en fait, tu vas aussi observer cette personne et aller voir toutes les qualités qu'il a en lui. Et ça, en fait, c'est pas toujours facile parce que quand, par exemple, en primaire, voilà, notamment en CM1, une petite fille va piocher un petit garçon ou un petit garçon va piocher une petite fille, parfois c'est oh non, c'est filles, garçons séparés ou des choses comme ça, ou c'est celui qu'on n'aime pas trop, qu'on a pioché, etc. Ben, en fait, ça va quand même permettre de voir que ça va leur faire changer de regard. En fait, souvent, j'ai des élèves qui me disent mais en fait, il est très sympa, il est vraiment gentil avec ses amis. Et en fait, il est très bon au foot ou oh là là, elle est vraiment très serviable, elle aide toujours ses copines, etc. Et donc, en fait, ça leur permet aussi de changer de regard sur la personne. Alors, sur la CNV, donc c'est la communication non violente, je viens juste d'en parler. Ensuite, il y a l'ouverture aux autres et au monde par des projets pédagogiques porteurs de sens pour les élèves. Alors, ça, c'est sortir un peu de l'école. On est un peu parfois auto-centré. Donc, déjà, par tout ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire les sorties scolaires, etc., ça ouvre à tout ce qui est créativité. Enfin, quand on visite des musées, quand on fait venir des intervenants, moi, j'aime bien faire venir des conteuses, par exemple, des acteurs, etc. J'aime bien faire venir des parents d'élèves aussi qui vont nous expliquer leur métier. Parmi mes plus beaux souvenirs, par exemple, j'avais une danseuse de flamenco qui a fait du coup une initiation aux élèves et qui nous a expliqué son métier de chorégraphe, etc. Et ils ont découvert que c'était un vrai métier. J'avais aussi un dessinateur qui nous a vraiment expliqué tout ça. Et en fait, après, moi, j'aime bien quand on fait des liens avec ce qu'on fait vraiment en classe. Donc là, par exemple, il montrait que parfois, quand il construisait, par exemple, quand il dessinait un visage, eh ben, il avait besoin d'abord de partir d'une forme géométrique.
Donc, il l'esquissait et puis après, il rajoutait le nez, etc. Donc là, ça remettait du sens sur la géométrie, par exemple, et de prendre le temps de faire les choses. De ne pas faire un dessin tout bâclé, vraiment de prendre le temps. Donc, l'ouverture aux autres. Après, il y a des projets plus poussés. Enfin, par exemple, j'aime bien suivre le Vendée Globe. Ça me fait voyager aussi. Et puis, travailler des compétences transversales comme, par exemple, la persévérance. Parfois, il arrive que des élèves baissent rapidement les bras sur des apprentissages quelque chose qui serait un peu difficile, etc. Et ben, quand on travaille là sur les marins, sur tout ça, et ben, on leur dit regarde sur son bateau, tu penses qu'il aurait baissé les bras? Ah non, non, c'est vrai. Ah oui, moi aussi je vais. Ça redonne du courage, des choses comme ça. Et puis après, on peut aller dans des projets pédagogiques encore plus poussés, comme celui que tu fais dans ta classe, Alexandra, je te laisse en parler. Oui, d'associer sa classe à une association, justement, de voir ce qu'une association fait à l'extérieur, déjà pour tout le côté associatif, puisque l'association, c'est quand même, pour moi, la représentation de la bienveillance et de l'empathie, puisque c'est bénévolement qu'on intervient souvent pour les autres. Déjà, ça leur permet de découvrir d'autres métiers, puisqu'il y a des métiers propres à ce qui se passe dans l'association. Moi, j'ai choisi de m'associer à une association qui s'appelle PIWAC, qui est qui a été créée par Amandine Renaud, qui est sur Instagram, et elle s'occupe de la réhabilitation des chimpanzés. Donc, elle récupère les chimpanzés dont le reste de la famille a été tué par les braconniers, ou elle les sort des cages des zoos où ils sont maltraités, elle les reprend avec elle les remet sur pied pour qu'ils retournent à l'état sauvage après. Donc, elle ne fait aucun tourisme à l'endroit où elle est. Et voilà, c'est super. On a pu discuter avec elle. Elle est en République démocratique du Congo. L'année dernière, nos lettres sont arrivées jusque là-bas. On a fait un Zoom avec elle. Et là, on a recommencé cette année. J'ai commencé à leur en parler. Si elle peut venir avec la crise sanitaire, elle viendra dans la classe leur parler. Et voilà, montrer qu'une femme qui vient de Lyon, en France, qui est maintenant installée dans la jungle parce qu'elle a acheté un bout de jungle pour aider des chimpanzés à l'autre bout du monde. Voilà, c'est merveilleux. Et que tout était… Elle avait plein de bâtons, on lui mettait plein de bâtons dans les roues pour pas qu'elle y arrive. Et puis, en fait, elle était allée au bout de son rêve aussi. Donc, ça permet aussi de voir qu'il y a des gens qui ont des trajectoires de vie assez incroyables et que si on croit en ses rêves, on y arrive. Donc, voilà, nous, on est avec les chimpanzés au Congo, nous, en ce moment. Ce qui nous sort un petit peu de notre classe. Super. Donc, voilà. Super. Alors, quelques images de ta classe. Voilà, donc à droite, une petite séance de méditation, méditation yoga qu'on avait fait dans le préau de l'école. Au milieu, c'était le jour où on avait décidé d'écrire des mots positifs à la craie dans la cour. À gauche, alors on avait travaillé, donc justement transversal, on avait écrit des phrases, hein, donc CE1, ce qui est tout à fait le début du programme. Et c'était un distributeur de compliments où il y avait écrit sur la partie haute, un compliment peut changer une vie. Et après, c'était des petits bouts de papier à enlever où normalement, il y a les petites annonces là pour faire des babysitting et tout ça. Et là, en fait, sur chaque bout de papier, il y avait un compliment. On a travaillé ça en classe puisque c'était notre pensée positive d'une semaine. Et le lendemain, un élève arrive avec un modèle vierge. Moi, j'avais déjà rempli des compliments. Et j'aurais dit, je me suis dit, tiens, ça tombe bien, on doit écrire des phrases. Autant qu'on écrive des phrases pour écrire des compliments. Et j'ai proposé en fait à mes élèves d'en faire chacun et qu'on aille les accrocher dans la rue. Donc, on a quadrillé tout le quartier. On est parti, là, on était dehors, pas dans la cour, hein, dans la rue. Et le plaisir du soir pour eux de passer avec leurs parents dans la rue, montrer où leurs compliments étaient accrochés. Voilà, c'était un super moment. Et en bas, voilà, c'est ce que j'avais écrit devant l'école, en fait. On avait un gros ralentir et j'avais rajouté à la craie et profiter parce que je pense que c'est très, très important. Ça, c'est pas des paillettes. Alors, pour conclure. Parce que je crois qu'on a fait long là quand même. Hein. Ouais. 2 pipelettes, passionnées par ce qu'elles font. Tout de suite, c'est compliqué. Hein. Et encore, c'est pas complet. On pourrait en parler des heures et des heures. Alors, nous devons aider chaque élève à trouver sa place au sein du groupe en tant qu'individu unique. Respecter l'autre tel qu'il est. Et se sentir dans un cadre rassurant où il se sent sécurisé. Et ainsi, il pourra
oser, et qui dit oser, dit se mettre au travail, puisque souvent les élèves, quand ils n'accèdent pas aux apprentissages, c'est qu'il y a un manque de confiance en eux, un manque de confiance en l'enseignant, qui fait que ben, ils n'y arrivent pas, ils ne se lancent pas, ils n'osent pas, ils ont peur de se tromper dû à la réaction des autres, de leurs parents, des copains. Et donc voilà, tout ça, ça met en place en fait un environnement serein entre eux, pour eux. Et on ne peut que constater qu'un élève qui est bien dans une classe travaille, quel que soit son niveau de départ en fait, et quelle que soit sa progression. L'essentiel, c'est qu'il vienne travailler avec plaisir en fait. Mm. Et oser prendre On sa essaie. place aussi. Ouais. Parce que souvent, voilà, on dit que parmi les personnes hautement sensibles, il y a un tiers d'introvertis, un tiers d'extravertis, et un tiers d'ambivertis, c'est-à-dire qu'il y a besoin à la fois d'être un peu seul et à la fois qui aime être en groupe. Et du coup, ceux qui sont très introvertis, parfois, voilà, c'est vraiment ceux qu'on ne va pas entendre, qui ne vont pas du tout faire de bruit dans la classe, etc., mais qui ne prennent pas pleinement leur place. Et donc, quand on met en place ce cadre sécurisé, ces enfants-là osent un peu plus, et puis on leur laisse vraiment plus la place d'oser, de se tromper, de, comment dire, que le regard des autres, de l'enseignante et des autres élèves soit bienveillant et qu'ils puissent vraiment oser. Et puis pour ceux qui sont extravertis, donc parfois, il y a un décalage entre les enfants, entre ce qu'ils renvoient et ce qu'ils ressentent vraiment, c'est-à-dire un enfant qui prend beaucoup, beaucoup de place. Peut-être que c'est aussi parce que il est hautement sensible et que c'est difficile pour lui de gérer sa participation orale ou autre. Et donc, on va Ou qu'il l'aider manque, ou qu'il manque cruellement de de confiance en lui, confiance. qui a Tout une à fait. très mauvaise estime de lui et qui compense ça en faisant le clown Exactement. devant les autres pour se donner une contenance en fait et de se dire ah oui, là je réussis, là ça va, je les fais rire. Et donc je suis pas grave, je suis pas les maths parce que les maths je suis trop nulle, mais faire rigoler la galerie, j'y arrive. Et ben non, c'est à nous de rééquilibrer ça, de dire tu es très drôle, ça c'est ok, mais en revanche tu es aussi très bon en maths et il va falloir retrouver une espèce d'équilibre entre les deux. Et ces enfants-là, ils arrivent à faire moins les clowns en Mm. classe. Mais souvent, ceux qui font les plus le clown, c'est ceux qui manquent le plus de confiance en eux. Justement, ceux qu'on présente comme des... ils la ramènent tout le temps, et tatati, tatata. C'est souvent l'inverse qui se cache derrière, en fait. Exactement. Ah oui, mais je voulais juste quand même finir aussi sur le fait que, pardon, je reprends mes petites notes, qu'en tant que prof aussi, c'est important parfois de se décentrer et de se remettre à la place de nos élèves. Par exemple, qu'est-ce qu'on mettrait en place pour mieux vivre notre journée? C'est peut-être une question intéressante à se poser. En tant que prof, ne pas hésiter à faire ce qui nous motive. On a chacun des talents particuliers. Il y en a qui aiment chanter, il y en a qui aiment faire des jeux, il y en a qui aiment faire de la méditation. J'ai une collègue à qui je fais coucou qui est danseuse de salsa. Elle danse la salsa avec ses élèves. Enfin, il y en a qui adorent raconter des histoires, etc. Faites ce qui vous fait vibrer aussi, parce que vous allez le transmettre à vos élèves. Et puis, tout au long de leur scolarité, les élèves, ils vont justement passer par des personnes différentes qui leur auront apporté des choses différentes, qui les auront nourris. Et ça, c'est top. Donc, ne pas hésiter à faire tout ça pour travailler aussi les compétences transversales et de se dire aussi qu'on n'a pas toujours les bonnes réponses, qu'on n'a pas de vérité absolue, mais qu'on est là, on travaille avec des êtres humains, donc vraiment aussi, et nous-mêmes, on est humains, donc laisser passer cette humanité, cette sensibilité, c'est beau, quoi. Qu'un enfant qui est bien fait qu'un enseignant est bien dans sa classe et un enseignant qui est bien fait que les élèves sont bien. Donc, de toute façon, c'est en pleine interaction. Et donc, on a intérêt à nous être bien pour qu'ils soient bien et inversement. Donc, d'où la nécessité voilà, de mettre en place toutes ces choses-là qui font qu'on va tous passer une bonne journée. Moi, je ne vais jamais au travail à reculons. Des fois, je serais bien restée au fond de ma couette parce qu'il fait 1 degré dehors, mais j'ai toujours plaisir à aller en classe, en fait. Mm. On disait aussi leur laisser la possibilité d'être eux-mêmes dans un cadre quand même collectif. Donc ça, c'est important. Ouais. Alors voilà, notre objectif en ayant intégré l'Observatoire de la sensibilité, c'est vraiment
de travailler sur tous ces sujets-là et évidemment aussi sur la sensibilité des professeurs. Hein. En tant que professeur hypersensible, il y a aussi des choses qu'on a, nous, à gérer. Effectivement, l'hyperacousie, des choses comme ça. Donc, prendre soin de soi en tant que professeur, c'est très, très important aussi. Donc, n'hésitez pas à vous-même avoir des activités en dehors de l'école pour vous ressourcer, quelles qu'elles soient. Hein. Allez, marcher dans la nature, danser, faire du Jeter yoga. des confettis dans la rue, peu importe. Voilà, prenez soin de vous aussi. Alors, on vous a proposé aussi une petite bibliographie. Donc, il y a 2 albums sur la sensibilité, La grande sensibilité d'Achille de Salvatore Tomasella et Icare, un enfant sensible. Je te laisse présenter l'album sur les émotions. Oui, donc La couleur des émotions, celui avec le petit monstre. Le magicien des couleurs, donc, qui est un grand classique, mais qui peut être vu justement sous l'angle des émotions, au fil des émotions. Donc, c'est celui qui parle des émotions un peu plus précises, et donc le film vice-versa. On va essayer on essaiera de la mettre sur nos pages Instagram, la bibliographie. Oui. Comme ça, les gens pourront la retrouver facilement. Tout à fait. Ensuite, on vous propose aussi des albums sur la différence qui sont vraiment très sympas, notamment La petite casserole d'Anatole d'Isabelle Carrier. Et puis après, tout le monde connaît aussi les albums d'Elmer de David McKee. Les albums sans texte pour développer la créativité et l'imaginaire. Donc là, j'en ai 2 sous la main, les 2 premiers, qui sont plus pour les petits. Donc, devine qui fait quoi. On ne voit que des traces de pas tout au long. Il n'y a pas un texte et on imagine tout ce que fait le personnage. Et celui-là que j'aime beaucoup, qui s'appelle Peau de banane, où en fait, ce sont un enfant qui jette sa peau de banane par terre et l'autre qui lui dit « Mais tu te rends compte de tout ce qui va se passer ?» Et en fait, c'est une espèce d'image d'anticipation sur le cataclysme qui peut arriver pour une petite peau de banane. Et c'est super parce que ça permet de développer l'imaginaire. Et il y a évidemment tous les albums de Chris Van Allsburg qui sont absolument géniaux, peut-être un peu plus pour les plus grands, mais pareil, qui développent un imaginaire assez incroyable. Alors, sur la méditation à l'école, je vous avais déjà cité quelques choses. Et puis, par exemple, il y a la mallette pédagogique, l'initiation, petite faute d'orthographe, à la méditation à l'école chez Milan, l'école en pleine conscience de Patricia Jennings. J'aime bien ce livre qui remet aussi des outils simples pour favoriser la concentration, l'harmonie et la réussite scolaire. Pardon. Le livre qui inspire les enseignants du monde entier. Il y a cette méditation aussi à télécharger dedans. Et mon cours de relaxation pour les enfants de Stéphanie Couturier. Moi, j'adore les ouvrages de Stéphanie Couturier, qui est sophrologue et qui écrit beaucoup pour les enfants, et notamment hautement sensibles. Et si vous voulez compléter, donc avec des ouvrages sur la haute sensibilité chez les enfants, donc Mon enfant est hautement sensible du docteur Hélène Aron, donc qui a été la première à mettre en avant cette haute sensibilité et à en parler. J'aide mon enfant hypersensible à s'épanouir de Saverio Tomasella, donc qui a donc créé l'Observatoire de la sensibilité et la Journée de la sensibilité le 13 janvier, qui nous permet d'avoir cette belle semaine de conférences. Et mon petit cahier, c'est les éditions Solar, je crois. Mon enfant hypersensible d'Élodie Crépel, en fait. Et voilà, ça vous permet. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres, mais on a retenu ceux-là pour vous en parler. Alors, on vous a mis nos comptes Instagram pour nous suivre. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Nous, on a vraiment pris plaisir à animer cette conférence, alors qui n'a pas vocation du tout à être parfaite, mais c'est vraiment un partage du cœur. Et puis, on essaiera en fait de vous partager le plus possible des choses sur ce thème de la sensibilité qui nous est cher. Je vous remercie beaucoup. Oui, on disait même faire des lives peut-être à l'occasion entre nous pour parler sur des thèmes précis en fonction des questions que vous avez. Et puis voilà, aborder des choses un peu plus précises, parce qu'effectivement, on aurait pu parler encore pendant 5, 6, 7, 8 heures en fait. Donc, il a fallu qu'on choisisse et qu'on synthétise un peu. J'espère qu'on n'a pas été trop long. Alors, sur l'Instagram, Sandra, vous vivez vraiment son quotidien de maîtresse d'école. Elle propose vraiment plein d'activités. N'hésitez pas à suivre son compte, c'est vraiment très intéressant.
Et puis sur le mien, en fait, c'est vrai que je partage plus sur la sophrologie, sur le bien-être en général. Donc, je propose des choses pour les enfants, mais aussi pour vous en tant qu'adulte, pour vous sentir bien et du coup, encore mieux accompagner vos enfants. On se complète. Exactement. Merci, un grand merci à l'Observatoire de la sensibilité. Ouais, merci beaucoup. Saverio, Élodie, Fanny, merci. Merci à toi, Alexandra. Merci à toi, Louisa. C'était un vrai plaisir. Pareillement partagé et puis à poursuivre. À très bientôt. Et puis, À bientôt. pas, si vous avez des questions à compléter dans les commentaires, si vous avez des suggestions de livres, etc., d'ouvrages, n'hésitez pas. En fait, vraiment, collaborons, quoi. Ouais, il faut tous ensemble. Hein. De toute façon, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ça. Bonne fin de soirée à tout le monde. À bientôt. À bientôt. Au revoir.